Ça fait plusieurs vidéos que j'insiste sur tout ce qui peut aller mal quand on met en place des mauvaises règles d'interaction entre des individus égoïstes. Le problème, c'est que bien souvent les règles d'interaction conduisent à des incentives immoraux et que les comportements immoraux peuvent ensuite conduire à une crise financière, à un énorme prix de l'anarchie ou à de la discrimination. C'est tout le problème d'une sous-discipline de la théorie des jeux que l'on appelle la théorie de la conception de mécanismes, ou mécanisme design en anglais, et qui aura gagné de nombreux prix Nobel au cours de la dernière décennie. Eh bien aujourd'hui on va parler de l'un des saints grâles de cette théorie, le mécanisme VCG, du nom des économistes Vickrey, Clark et Groves. À l'instar du scrutin de Condorcet randomisé dont on a parlé dans l'épisode 5, et au sujet duquel Musafi a brillamment philosophé, on va construire le mécanisme VCG à partir d'un principe philosophiquement élégant et naturel, et on découvrira seulement ensuite, tout étonné, que l'élégance du mécanisme VCG lui confère des propriétés remarquables, à la fois en termes d'incentive compatibilité et d'issue socialement optimale. Mais avant d'en arriver là, considérons un exemple. Imaginons qu'un département cherche à construire un nouveau réseau routier pour mieux connecter 5 villes et villages du coin. Le problème, c'est qu'il existe plusieurs réseaux routiers possibles. L'un d'eux fait du petit village du milieu le carrefour de tout le département, l'autre privilégie la grande ville excentrée, et un autre réseau est un dessin d'un bonhomme à la tête en bas. Question: comment choisir le réseau routier à construire? Le problème, c'est que les préférences des différents villages diffèrent. Le village du milieu préférera le premier réseau, tandis que la grande ville pourrait préférer le troisième réseau. Comment prendre une décision qui convienne à tous les villages? Alors bien sûr, on pourrait utiliser n'importe lequel des scrutins que l'on a vu au début de cette série, notamment bien sûr le scrutin de Condorcet randomisé. Mais le mécanisme VCG va s'autoriser quelque chose que les scrutins démocratiques s'interdisent. Pour plus d'équité entre les parties prenantes, pourquoi ne pas faire payer ceux qui profitent de la décision finale et ainsi compenser financièrement ceux pour qui la décision finale est embêtante? Et oui, en faisant ça, même les moins heureux ne seront pas trop malheureux. Mais du coup, comment déterminer ces compensations financières? Eh bien, l'idée de génie du mécanisme VCG, c'est de faire payer à chacun le coût que sa présence impute au bien-être social des autres. Par exemple, peut-être que si la grande ville n'avait pas son mot à dire sur la construction du réseau routier, alors les autres villes se seraient mis d'accord pour le réseau routier 1. Mais le fait que la grande ville prenne part à la décision a peut-être forcé les autres villes à s'accorder sur le réseau routier 3. Du coup, la présence de la grande ville a modifié la décision et l'a fait passer de 1 à 3. Certes, ça arrange peut-être d'autres villes, mais vu que les autres villes auraient décidé 1 en l'absence de la grande ville, on sent que l'ensemble des villes autres que la grande ville y a perdu en passant de 1 à 3. Eh bien, le mécanisme VCG propose de forcer la grande ville à payer le déficit de bonheur de ces autres villes lorsque l'on force ces autres villes à passer de 1 à 3. Le mécanisme VCG force la grande ville à payer le coût que sa présence impute aux autres villes. Et le mécanisme VCG va faire de même pour toutes les autres villes. Prenons un autre exemple pour être sûr de comprendre cela. Supposons que, en l'absence du petit village du milieu, la décision socialement optimale aurait été le réseau routier 3, tout comme elle l'a été en présence du village du milieu. Alors, ça veut dire que la présence du village du milieu n'a aucun effet sur la prise de décision. Et donc, en particulier, sa présence n'impute aucun coût aux autres villes. Le mécanisme VCG ne fera donc rien payer au village du milieu. J'insiste une dernière fois sur l'intuition fondamentale derrière VCG, chacun paie le coût que sa présence impute au bien-être des autres. Voyons maintenant comment ça marche dans les détails. Pour pouvoir appliquer le mécanisme VCG, il nous faut savoir ce que les parties prenantes seraient prêtes à payer pour tel ou tel autre réseau routier. Par exemple, la grande ville serait peut-être prête à payer 2 millions d'euros pour le réseau 1, 14 millions pour le réseau 2 et 16 millions pour le réseau 3. Le village du milieu serait peut-être prêt à payer 20 millions, 1 million et 4 millions et ainsi de suite pour les autres villes. Avec ce tableau de chiffres, on peut aisément calculer les valeurs totales attribuées au réseau routier global par l'ensemble de toutes les villes. On constate alors que le réseau 3 est celui qui a globalement le plus de valeur, avec une valeur globale de 42 millions. Ou dit autrement, le réseau 3 est socialement optimal. C'est donc lui qu'il faut construire. En choisissant toujours la décision qui a le plus de valeur globale, VCG garantit ainsi de prendre une décision socialement optimale. Pour savoir combien doit payer la grande ville, il faut voir ce qu'il se passe en son absence. En son absence, c'est maintenant le réseau 1 qui aurait été construit. Sa valeur totale aurait alors été de 35 millions contre les 26 millions que représente le réseau 3 pour les villes autres que la grande ville. La présence de la grande ville fait donc diminuer la valeur de la décision collective pour les autres villes de 35 millions à 26 millions. Autrement dit, le coût que la présence de la grande ville impute aux autres est égal à 9 millions d'euros.
C'est ce montant que le mécanisme VCG imposera à la grande ville. De même, un raisonnement similaire montre qu'en l'absence de la seconde plus grande ville, c'est le réseau 1 qui aurait été construit. Le coût que la présence de la seconde plus grande ville impute aux autres villes sera alors de 3 millions d'euros. Et je vous laisse vérifier qu'en revanche, l'absence des autres villes ne modifie pas l'optimalité sociale du réseau 3, ce qui implique que les autres villes n'auront rien à payer selon le mécanisme VCG. J'espère que vous avez bien compris le principe de VCG. VCG prend une décision socialement optimale et force chacun à payer le coût que sa présence impute au bien-être social des autres. Ça, en soi, c'est philosophiquement satisfaisant. Mais le génie de VCG, c'est surtout qu'il est incentive compatible. Et ça, c'est une propriété absolument remarquable et cruciale, comme on l'a vu dans l'épisode 18. Contrairement au cas de beaucoup de mécanismes, toute partie prenante de VCG a toujours intérêt à révéler honnêtement ce qu'il pense vraiment des différentes alternatives. Et oui, supposez que la grande ville sache exactement ce qu'ont annoncé les autres villes. Elle sait donc que si elle fait basculer la décision finale vers le réseau 3, alors elle devra payer 9 millions d'euros. Or, la grande ville fera basculer la décision finale vers le réseau 3 si et seulement si elle dit attribuer une valeur au réseau 3 qui est 9 millions d'euros ou plus que la valeur qu'elle dit attribuer au réseau 1. Du coup, si la grande ville attribue effectivement une valeur au réseau 3 qui est 9 millions ou plus que la valeur qu'elle attribue au réseau 1, elle aura alors tout intérêt à révéler ses préférences honnêtement pour faire basculer la décision finale vers le réseau 3. Et si ce n'est pas le cas, elle aura également tout intérêt à révéler honnêtement ses préférences, sachant que de toute façon elle n'affectera pas la décision finale et n'imputera donc aucun coût au bien-être des autres. Et d'ailleurs, ce raisonnement, il tient peu importe ce que les autres villes ont annoncé. On dit que l'honnêteté dans le mécanisme VCG est une stratégie dominante. Ou dit encore autrement, le miracle de VCG, c'est d'être à la fois naturel, socialement optimal et incentive compatible. Un vrai bijou de la théorie des jeux. Enfin, le mécanisme VCG a également ses limites. En particulier, il est très difficile de savoir à l'avance quel est le montant qui sera collecté via VCG. Et le problème, c'est que l'on ne peut pas modifier les différents montants que les différentes parties prenantes devront payer sans violer l'incentive compatibility. Alors, ce qui aurait pu être fait, c'est qu'on aurait pu collecter a priori une taxe sur toutes les villes. On obtiendrait alors une variante du mécanisme VCG appelé mécanisme de Groves. Mais le problème, c'est que dès lors, certaines villes peuvent se sentir lésées, dans le sens où ceux qu'ils auront payés risquent d'être supérieurs à ceux qui sont effectivement prêts à payer pour le réseau routier choisi. On dit que le mécanisme ainsi construit peut violer la rationalité individuelle. Et en pratique, ça peut conduire une ville à sentir que le département lui pompe toutes ses richesses sans rien en retour, et ainsi conduire à un mouvement indépendantiste de la ville. Bref, comme j'espère vous l'avoir fait comprendre, construire des mécanismes avec des bonnes propriétés, c'est un problème mathématique très difficile. Et la recherche mathématique dans ce domaine est foisonnante. Par exemple, en 2012, Tsai, Daskalakis et Weinberg prouvent un merveilleux théorème qui permet de réduire tout problème de conception de mécanismes bayésiens à un problème d'optimisation sans contrainte et d'incentive compatibility. Bon, ceci étant dit, même si le mécanisme VCG, lui, n'est pas la solution à tous les problèmes, en particulier pour s'assurer de l'équilibre des budgets, VCG demeure néanmoins une brillante solution pour prendre des décisions socialement optimales, tout en réussissant le tour de force de garantir que les parties prenantes auront tout intérêt à participer honnêtement en révélant leurs vraies préférences. Et ça, c'est déjà un truc de malade. La dernière fois, on a parlé de l'enchère de Merson et Enex me demande plus de précision sur cette enchère de Merson, comment ça fonctionne vraiment. Alors, j'ai pas voulu être trop technique dans la vidéo précédente, notamment pas trop rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'une croyance bayésienne, parce qu'il faut absolument avoir compris ça pour bien comprendre l'enchère de Merson. Et là, je vous renvoie vers le cours de Coursera de Game Theory Online de Matthew Jackson et d'autres professeurs qui donnent pas mal d'exemples également pour mieux expliquer l'enchère. Moi, je trouve personnellement que malheureusement, les exemples aident pas forcément à vraiment comprendre l'enchère elle-même, c'est pour ça que j'en ai pas présenté. Une façon de comprendre l'enchère de Merson, c'est que d'une certaine manière, on va associer au prix annoncé par les différents acheteurs une valuation virtuelle, donc c'est un autre nombre réel, qui va être la vraie compétition. On va faire une compétition entre acheteurs sur des valeurs virtuelles, des valuations virtuelles pour utiliser les termes de Merson. Et ensuite, on applique une enchère au second prix à ces valuations virtuelles, mais pour redéterminer le prix que la personne va vraiment payer, il va falloir qu'on regarde du coup le second prix annoncé en termes de valuation virtuelle et qu'on retraduise ça en termes de prix. Le truc, c'est que le calcul de la valuation virtuelle à partir du prix annoncé par chaque acheteur potentiel dépend de la croyance bayésienne que l'on a
sur chacun des acheteurs. Donc ça dépend de ce qu'on croit que l'acheteur est vraiment prêt à payer. Et la manière dont c'est calculé, c'est cette formule-là, c'est compliqué, difficile à expliquer, c'est même difficile à avoir une bonne intuition de ce que c'est. Enfin moi personnellement, j'ai pas une très bonne intuition de ce que ça veut dire cette expression-là. Donc malheureusement, expliquer les vrais détails d'enchères de Meyerson, c'est pas facile. Et du coup, j'ai préféré essayer de donner une intuition de ce qui se passe vraiment, à savoir l'utilisation des croyances bayésiennes pour pouvoir déterminer un prix de réserve pour chacun des acheteurs. Et ensuite, ne pas hésiter à créer une compétition à distance des prix en menaçant, si on est le vendeur, de vendre à celui qui offre moins parce que l'on croit que celui qui offre moins dit vraiment ce qu'il est vrai à payer, alors que peut-être que l'autre qui offre plus est peut-être en train de profiter du fait qu'il y ait peu de concurrence par rapport à lui, ce qui lui donne du coup des incentives à ne pas annoncer ce qu'il est vraiment prêt à payer. Et donc pour éviter cela, un vendeur d'enchères de Meyerson ne va pas forcément vendre à celui qui offre le plus. Enex nous demande aussi ce qui se passe quand il y a plusieurs vendeurs. Alors s'il y a plusieurs vendeurs, le problème devient beaucoup plus compliqué. Et en gros, aujourd'hui, à ma connaissance en tout cas, c'est un problème qui n'est pas résolu. Alors Paul Amblar met en avant le cas de l'offre et la demande, mais en fait l'offre et la demande, c'est un modèle qui correspond à l'information parfaite. Et la vraie difficulté des enchères, notamment à la Meyerson et des négociations en général, c'est le fait que l'information est incomplète. Et du coup, les questions qui se sont posées Meyerson notamment, c'est comment est-ce qu'on fait lorsque l'information est incomplète? Quelle est la meilleure façon de vendre un bien ou d'acheter un bien? D'ailleurs, acheteur et vendeur, ce sont des rôles assez symétriques. Donc s'il y a un acheteur et beaucoup de vendeurs, il peut appliquer l'enchère de Meyerson et par exemple acheter auprès d'un vendeur qui vend plus cher parce qu'il pense que d'autres vendeurs qui vendent moins cher annoncent pas vraiment le vrai prix auquel ils sont prêts à vendre. Donc un acheteur, plusieurs vendeurs, ça marche. Un vendeur, plusieurs acheteurs, ça marche bien. Mais plusieurs acheteurs, plusieurs vendeurs avec information incomplète, c'est un contexte beaucoup plus difficile à résoudre. Une autre remarque, c'est que l'enchère de Meyerson, c'est l'enchère d'un seul bien. Du coup, on peut se demander comment est-ce qu'on fait pour vendre plusieurs biens. Et ça, c'est des questions qui se posent beaucoup en pratique, notamment par exemple pour vendre des bandes de fréquences pour pouvoir émettre en 4G ou je sais pas trop quoi. C'est des enchères avec des milliards en jeu. Du coup, il faut vraiment faire attention à ce que l'enchère se passe bien. Et j'ai entendu dire que pour la vente des fréquences aux États-Unis, ils étaient en train de faire appel à des chercheurs en théorie des jeux de Princeton. Donc, si c'est le cas, c'est vraiment cool. Ça montre que les personnes dirigeantes prennent bien en compte les avancées de la recherche en théorie des jeux, et en particulier sont bien conscients du problème des incentives, un problème que j'ai vu parfois absent dans l'esprit de certaines personnes qui par exemple travaillaient sur le marché de l'électricité californien et qui travaillaient sur des problèmes plus d'optimisation et qui ne s'étaient pas posé le problème des incentives, ce que j'ai trouvé assez dérangeant, sachant que la crise de l'électricité a eu lieu déjà en Californie il y a 15 ans à cause justement des problèmes d'incentives. Bref, le cas où il faut vendre plusieurs biens, c'est un problème aussi très intéressant de théorie des jeux qui a été résolu du coup par le théorème de Tsai, Daskalakis et Weinberg, mais le problème c'est que leur solution est quand même vachement compliquée, il faut vraiment réussir à faire confiance à leur algorithme, ce qui n'est pas évident. En tout cas, la preuve est très difficile, la preuve n'est pas accessible à tout le monde. Je crois qu'il y a fait une centaine de pages si on met tout bout à bout. Et j'ai eu l'occasion notamment d'assister à des séminaires donnés par Tsai et Weinberg qui disaient vraiment que c'était un vrai problème en pratique. Et du coup, il se pose aussi la question de trouver juste des mécanismes simples, faciles à expliquer et faciles à comprendre pour lesquels on peut se convaincre assez facilement qu'ils sont incentive compatibles. Ça pose aussi le problème de l'expertise des gens qui vont prendre les décisions, notamment qui vont accepter de mettre en place un algorithme ou qui vont refuser de le mettre en place. C'est quand même bien si ces gens-là sont capables de comprendre un petit peu l'algorithme. Enfin, professeur Culture Précieuse nous donne un exemple assez amusant d'enchère, qu'il appelle apparemment l'enchère du diable, je ne connaissais pas. Et ce qui est amusant dans cette enchère, c'est que si on prend une enchère où tout le monde doit payer tout ce qui est annoncé, à partir du moment où les gens ont commencé à rentrer dans le jeu, et s'ils ont la possibilité de surenchérir à chaque fois dans le jeu, alors ils ont toujours intérêt à surenchérir, parce que ils ont déjà payé en gros, et rajouter un petit peu plus, ils doivent payer juste un petit peu plus. Et du coup ça peut faire monter en escalade et finalement il est possible que les deux se retrouvent à payer une fortune. Tout ça parce qu'ils n'ont pas anticipé le fait initialement que les enchères allaient grimper comme cela. Alors bien sûr si on analysait ça avec la théorie des jeux de base, on se dirait que initialement ils devaient pouvoir anticiper tout cette escalade au moment de miser dès le début et que du coup ils n'auraient pas forcément misé dès le début, il faut raisonner par rapport à ça. Autre chose, j'avais insisté dans la vidéo précédente que en pratique les acheteurs potentiels ont des biais cognitifs et notamment si on passe beaucoup de temps sur une enchère au premier prix
et qu'on finit par la perdre, et ben il y a un sentiment de temps perdu, quoi. Et comme on attache beaucoup plus d'importance aux pertes qu'aux gains, on va vouloir vraiment ne pas perdre, ce qui va conduire à surenchérir, voire à payer plus que ce qu'on était prêt à payer avant le début de l'enchère. Et donc à cause des biais cognitifs, il semble que l'enchère au premier prix en fait marche assez bien en pratique, puisque ça pousse les gens à mettre plus que ce qu'ils étaient prêts à payer avant l'enchère. Et ce genre de phénomène, il est totalement absent des modèles classiques de théorie des jeux, on ne prend pas en compte parce que c'est juste trop compliqué, on ne sait pas comment le prendre en compte. Du coup, on préfère faire des modèles mathématiques simples sur lesquels on peut prouver des théorèmes. Plus généralement, dans cette série, il y a pas mal d'aspects psychologiques qui sont complètement négligés parce que l'on veut simplifier les modèles pour pouvoir prouver les théorèmes à leur sujet. Et bien sûr, du coup, il faut prendre avec des pincettes pas mal des choses qui sont dans cette série, même si le message global, et notamment sur l'importance des incentives, reste important à mon sens. Et je vous renvoie notamment vers l'épisode 9 où j'avais pas mal insisté sur ça, mais aussi sur les épisodes 10 et 11 où j'avais parlé de psychologie. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on va parler un peu plus d'équité, donc c'est déjà un mot que j'ai signalé dans cette vidéo. Mais dans la prochaine vidéo, on va carrément parler de beaucoup plus d'équité et comment est-ce qu'on peut étudier ça d'un point de vue mathématique. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Nice thing about these mechanisms, dominant strategies, and that's why they've been studied so extensively. There's a number of settings where they form nice benchmarks and have really a long list of nice properties. There are other settings where they serve as a benchmark and don't satisfy all the conditions we want, and that generally has to do with the balance kinds of conditions of the payments. En étudiant différentes civilisations, on a trouvé des monnaies très diverses. Des coquillages, des plumes, des morceaux de bois. La valeur que l'on donne à l'argent repose uniquement sur la confiance que l'on accorde au système.